Bonjour à toutes et à tous. Alors, il est 9h29. On va commencer dans quelques secondes. On vous souhaite la bienvenue. On commencera à 9h30 précisément ce nouveau webinaire de Sim4Health que vous pourrez retrouver en replay très prochainement. Bien, il est 9h30. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du webinaire de Sim4Health. Sur une thématique importante qui sont donc quelles sont les innovations numériques pour animer vos réunions avec les pôles de santé en mettant bien sûr en avant, vous verrez, nos différentes solutions en lien avec la simulation numérique, qui est le cœur de métier de Sim4Health, et avec des cas d'usage très concrets pour les congrès, les symposiums, les staffs, les enseignements post-universitaires, les RP. Le but, c'est d'avoir des éléments extrêmement concrets avec un partage de vision que nous aurons avec nos intervenants que je vais vous présenter dans quelques secondes. Merci à tous d'être présents ce matin. Vous étiez plus de 600 inscrits pour notre webinaire. On prouve que la thématique intéresse. Alors, pour que ce webinaire se passe bien, ça va durer donc un peu moins d'une heure avec, bien sûr, aussi le temps des questions-réponses. C'est un événement, comme vous le voyez, qui est live, mais qui vous permet surtout aussi de pouvoir poser vos questions et réponses tout au long du webinaire pour que nos intervenantes et intervenants puissent vous répondre dans à peu près 40 minutes. Ce webinaire sera bien sûr enregistré avec un replay qui sera disponible. Et puis également, on aura un questionnaire de satisfaction, puisque bien sûr, l'objectif de ces webinaires de Sim4Health, c'est de pouvoir répondre à vos attentes et peut-être identifier également les prochaines thématiques. Alors, pour ce webinaire sur ces innovations numériques, comment la simulation numérique, les cas cliniques virtuels que nous proposons au sein de Sim4Health peuvent être intégrés tout au long des moments, des lieux de rencontre avec les branches de santé. Nous avons la chance d'avoir le docteur Sylvie Troy, qui est directrice médicale adjointe. Bienvenue Sylvie au sein de ce webinaire. Nous avons également Claire Portefeuille, qui est la directrice de la BU prescription au sein de Viatris, mais également en charge du digital et de l'excellence commerciale, Viatris France. Merci Claire de votre présence. Et puis également, nous avons le docteur Guillaume Decormeil. Bonjour Guillaume. Guillaume, tu es présent depuis plusieurs années chez Sim4Health en tant qu'infirmier de formation et tu accompagnes les acteurs et nos clients sur la partie pédagogique avec aussi un prisme extrêmement fort sur l'aspect scientifique, comment ces outils sont présents. On va pouvoir en parler de manière concrète. Donc, je suis ravi de pouvoir animer ce webinaire. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, bien sûr, le but, ce n'est pas non plus de vous faire une page publicitaire de Sim4Health, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, peut-être de revenir sur quelques éléments. Donc, on est un éditeur qui est spécialisé dans la simulation numérique pour la formation des professionnels de santé. On a au sein de l'équipe, à l'image de Guillaume, des acteurs qui viennent de la partie scientifique, médicale, des infirmiers, des pharmaciens, des acteurs scientifiques qui accompagnent nos clients dans la mise en place de ces projets. On a bien sûr l'aspect pédagogique et puis bien sûr l'aspect technologique, comme vous pouvez voir au niveau des différentes images, avec des acteurs qui viennent bien sûr du développement de la 3D, des développements techniques pour permettre ce type de projet. Alors concrètement, en fait, nous, on recrée virtuellement des environnements de soins pour une meilleure prise en charge des patients. Donc, on va s'appuyer sur ces différentes technologies. Alors, c'est vrai qu'on voit souvent la réalité virtuelle, mais ce n'est qu'à peu près 15 ou 20% des cas d'usage. On verrait que la plupart se passent sur soit des tablettes ou des ordinateurs. C'est tout l'enjeu de ce webinaire de montrer ces différents simulateurs qui ont pu être diffusés, donc notamment via notre plateforme qui s'appelle Medicactive et qui permet de diffuser sur ordinateur, sur tablette, mais aussi en réalité virtuelle. Ces différents supports de sensibilisation et de formation que nous avons pu diffuser auprès de 150 000 pôles de santé dans le monde depuis sa création.
Voilà, donc je vous avais promis une présentation courte, mais ça permet peut-être pour ceux qui ne connaissaient pas de mieux découvrir les sujets. Donc, comme je l'ai dit en introduction, le but de ce webinaire, c'est vous donner bien sûr un aspect de vision qu'on va bien sûr faire avec vous, Dr 3 de Pfizer, mais aussi des cas d'usage très concrets sur les situations qu'on a évoquées, de staff, de congrès, de réunions. Je vous propose, Dr 3, peut-être de commencer par vous présenter et mieux connaître bien sûr votre rôle au sein de Pfizer et qui expliquera quand même beaucoup de choses par rapport à votre intervention ce matin. Encore bienvenue. Merci beaucoup. Donc, oui, Sylvie Troy, je suis directeur médical adjoint chez Pfizer depuis de nombreuses années. Donc, médecin de formation et aujourd'hui, j'occupe un poste transverse qui recouvre différentes activités, que ce soit les données de vie réelle, mais aussi tout un volet sur la recherche ou l'identification d'innovations thérapeutiques, de solutions innovantes qui apportent quelque chose au système de santé, aux professionnels de santé et aux patients. Et donc, peut-être que une des particularités de mon équipe, c'est justement la transversalité, le fait que l'on travaille avec tous les départements de l'entreprise et toutes les aires thérapeutiques. Donc, c'est une vision, je dirais, holistique transverse qui nous permet justement d'être à l'affût de toutes les solutions intéressantes. Très bien, merci Sylvie pour votre présence. Bien sûr, l'objectif, c'est de pouvoir vous faire réagir sur les différents projets et cas d'usage. Alors, dans le côté efficacité qu'on avait évoqué au tout début, on va commencer par un premier projet. Alors, on parle souvent de simulation numérique comme quoi eh bien, c'est un outil également collaboratif. On le voit avec un projet qui a été soutenu par vous, Pfizer, mais aussi par Viatris dans sa diffusion, notamment donc, dans le cas d'usage de staff. On le voit avec donc, ce simulateur qui s'appelle Learn to Fight, qui a été co-conçu avec le CHU de Bordeaux et les équipes de Sim Forels sur la prise en charge de patients atteints de la COVID-19. Alors, ce qui est intéressant dans ce simulateur, c'est qu'on est vraiment dans un outil, et on le voit sur la slide suivante, qui a permis de pouvoir partager grâce à ces innovations. Donc, vous le voyez à l'écran en partageant bien sûr avec l'animateur. Donc, ici, c'est le docteur No qui est donc à l'initiative de ce contenu qui a fédéré pas mal d'acteurs pour pouvoir donc permettre la conception de ce simulateur. Et puis l'ensemble des intervenants, donc médecins, également internes. Et donc, c'est une des ambitions par rapport au staff de pouvoir échanger sur des situations cliniques. Et là aussi, pour peut-être donner un peu plus de confirmation, voir également la puissance et l'intérêt de la simulation numérique, je vous propose d'écouter en quelques secondes le retour notamment des participants de ce type de staff. Le Science Game, c'est un outil qui est très intéressant, qui, dans l'activité et dans l'ambiance actuelle, est pratique parce qu'il peut se faire à distance, ce qui permet de passer des messages importants pour les étudiants et de conserver cette activité de simulation qui est, à mon avis, aujourd'hui essentielle à notre formation et, de mon point de vue, encore plus sur les activités comme la médecine d'urgence ou aussi la médecine générale sur l'abord initial des patients. Je pense que l'intérêt de ce genre de simulation, il est toujours le même, c'est pour le patient. Donc là, on le voit bien, c'est-à-dire c'est pour quand même qu'on soit apte à bien prendre en charge un patient et qu'il n'y ait pas de perte de chance pour le patient. C'est toujours ça l'avantage des simulations. L'intérêt, il a été trouvé par rapport à ça, c'est-à-dire que ça nous a mis dans des situations où on veut prendre des décisions, on veut orienter, donner des conseils à des patients virtuels. Ça nous a mis dans vraiment des situations particulièrement. Bien, alors, Dr 3, je vous laisse bien sûr réagir comme on l'avait prévu en préparant ce webinaire, avec forcément votre casquette en tant que directeur adjoint au niveau médical donc de Pfizer, mais aussi en tant que médecin généraliste sur l'intérêt de cette simulation et aussi par rapport à votre soutien. Alors, je pense que ce qui nous a effectivement séduit au moment
du soutien de ce premier projet. Il faut reprendre le contexte. On était effectivement en pleine crise Covid. C'était compliqué, surtout quand une nouvelle pathologie arrive comme ça et déferle sur le monde. Il était, je pense, crucial effectivement de pouvoir sensibiliser les médecins, les internes, vous l'avez dit, de manière rapide, efficace, dans un contexte où on se déplaçait peu ou pas. Et je pense que justement, ça a fait ses preuves. La simulation est extrêmement intéressante, c'est interactif, ça laisse aussi la possibilité aux professionnels de santé de se former quand ils le souhaitent, à distance. Donc, ça a été clairement, je pense, un apport lors de cette crise Covid. Enfin, toutes les solutions innovantes qui permettaient de fluidifier et de repérer les patients de façon efficace étaient clairement un plus. Donc, je pense que c'est ça qui nous a séduit dans la proposition de ce projet à ce moment-là. Et puis, comme c'était souligné, vous l'avez vu dans l'intervention d'un des médecins, c'est bien sûr aussi cet aspect qu'on appelle d'hybridation, c'est-à-dire de pouvoir permettre ces staffs qui sont souvent, notamment en milieu hospitalier, mais aussi à distance, donc de choisir en fait ce type de format qui aujourd'hui, post-période de Covid, est forcément extrêmement demandé. Alors, vous voyez à l'écran pour un sujet. Alors là, on a parlé de cette période forcément complexe autour du Covid. Depuis quelques mois, sauf si vous habitez dans une grotte, vous avez entendu parler de l'émergence ou de une nouvelle phase de l'intelligence artificielle. Et notamment, vous avez pu entendre parler de ChatGPT, donc eh bien, cette IA générative donc, qui va permettre en fait, d'interagir avec eh bien, une intelligence qui va être capable de donner certaines informations selon ce que vous avez lui demander, les fameux prompts qu'on évoque dans le cadre de ChatGPT. Nous, on souhaitait forcément lui donner une vision très concrète dans le domaine de la santé, mais aussi du métier de la simulation numérique, puisque vous êtes acteur de votre formation. Et on souhaitait bien mettre en évidence un des éléments de ce simulateur sur le Covid, sur l'intérêt des agents conversationnels. Ça a été évoqué dans la vidéo juste avant, de patients virtuels. Et on souhaitait vous partager eh bien, ce reportage de C'est dans l'air qui a été fait sur notamment l'outil d'intelligence artificielle qui est sur notre plateforme Medicactive et qui permet d'interagir. Donc là, on voit concrètement un cas d'usage très concret quand on parle d'innovation numérique pour animer des réunions. On voit bien la notion d'interactivité. On n'est plus dans une situation où on va, entre guillemets, avoir un support qui peut être diffusé. On connaît bien sûr les différents PDF ou PowerPoint et autres. Là, on est vraiment sur une action où chaque participant de ces réunions, on peut le voir donc là aussi dans le cas d'un usage, que ce soit en congrès, en symposium, on va le voir tout à l'heure, et bien de pouvoir interagir, poser lui-même ces questions. Et je pense que Claire, vous pourrez également en parler tout à l'heure en termes d'usage. Alors, Docteur 3, on a également un sujet qui vous tient à cœur ce matin par rapport à ces innovations sur l'usage de la simulation numérique, notamment sur eh bien, ce projet de plateforme RareSim qu'on a lancé au niveau de Sim4Health sur eh bien, la volonté de pouvoir réduire l'errance diagnostique dans les maladies rares, qui touche à peu près eh bien, 3 millions de Français. Donc, une maladie rare n'est pas si rare. Et vous avez donc notamment eh bien, soutenu ce projet aux côtés d'Ipsen, Novartis et Takeda dans le cadre d'une initiative qui s'appelle Coalition Next, qui est opérée par Digital Pharma Lab et qui réunit une cinquantaine de partenaires publics et privés, notamment pour pouvoir permettre eh bien, la diffusion de ces innovations numériques, qui est le cœur de notre webinaire, pour permettre eh bien, une meilleure prise en charge et notamment là, dans le cadre des maladies rares, accompagnées au diagnostic. Alors, bien sûr, on est dans une phase donc, de sensibilisation, de formation, mais je souhaitais vous donner la parole sur, là aussi, au même titre que l'usage sur staff qu'on a vu tout à l'heure, en quoi cette formation, notamment destinée, ce qu'on appelle au réseau médical non spécialisé, en médecine générale et pédiatrie, en quoi c'était important pour Pfizer, au même titre que pour les autres partenaires, de soutenir cette initiative de Coalition Next et proposée par Sim4Health. Alors, exactement comme tu dis, Jérôme, le fait d'avoir aussi une vision transverse des problématiques chez Pfizer nous a permis
d'identifier le fait que cette solution de simulation virtuelle pourrait être extrêmement intéressante dans le champ des maladies rares. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de maladies rares et finalement, ça représente beaucoup de patients, mais toutefois, pour une maladie donnée, ça représente peu de patients, ce qui explique que les médecins généralistes ou les médecins non spécialisés n'ont pas forcément connaissance de tous ces symptômes qui doivent les alerter et leur permettre de dépister ou repérer des potentielles maladies rares. Donc, c'est particulièrement, je pense, intéressant dans ces pathologies-là, de justement leur donner l'opportunité de se former à certains symptômes qui peuvent évoquer ces pathologies extrêmement rares, ou tout du moins qui peuvent les amener à diriger leurs patients vers ces maladies très rares. Ce que je trouve extrêmement intéressant aussi dans la simulation, ça a été présenté, ce n'est pas uniquement un cas clinique digitalisé, on a aussi la possibilité effectivement d'entendre un souffle cardiaque, d'entendre une respiration, de voir un mouvement anormal et de pouvoir revenir dessus X fois pour finalement bien le comprendre ou l'intégrer. Donc, je pense que c'est extrêmement utile effectivement pour alerter, permettre au mieux de diminuer ces errances diagnostiques. On le disait, 3 ans en moyenne, il y a certaines pathologies où c'est bien plus de 3 ans d'errance diagnostique. Donc, c'est une solution, à mon avis, qui apporte énormément. Alors, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, on voit la vidéo de présentation que vous pouvez retrouver sur rarsim.com et qui permet de présenter aussi les premiers simulateurs, notamment celui sur la culture du doute, qui permet notamment d'inciter à la réflexion de « et si c'était une maladie rare ?» qui est un élément important en formation initiale et formation continue. Et puis, un point important aussi, toujours dans la cohérence par rapport à notre webinaire sur les innovations numériques dans le cadre des réunions. Là, on parle de la médecine générale, mais il y a également les médecines de spécialité. Et on sait qu'aujourd'hui, on est bien sûr sur à peu près 7000 maladies rares. Et donc, il y a bien sûr après des spécificités sur certains types d'organes. Et donc, forcément, on va avoir une profondeur avec aussi faciliter la relation ville-hôpital et permettre notamment, avec certaines spécialités, de pouvoir avoir des types de simulateurs qui vont se faire plutôt sur des réunions, on va dire, en présentiel, sur des petits comités, et qui permet, comme on l'a pu le voir sur les premiers exemples, de pouvoir interagir plus facilement. Et donc voilà, vous voyez donc la fin de la vidéo avec les différents partenaires, dont Pfizer, qui avait donc soutenu cette initiative. Alors, point important aussi toujours par rapport à ces innovations, je crois que c'est un des sujets importants autour de la santé numérique, autour de ces innovations, c'est sa diffusion. Et une des démarches qu'a pu faire SimForest l'an dernier, et Sylvie, vous étiez avec nous pour parler de RARSim dans le cadre des Journées nationales de médecine générale, qui sont organisées par la revue du Prat. Donc, c'était en octobre dernier. On a pu rencontrer donc, à la rencontre des 1200 médecins généralistes qui étaient présents. Et là aussi, vous le voyez à l'écran, donc ce patient virtuel, en quoi, dans leur pratique, c'est important de pouvoir avoir ce type d'innovation. Et vous le voyez à l'écran avec les différentes rencontres qui ont été faites sur l'espace qui était dédié autour de la simulation numérique. On a rencontré de nombreux médecins. Là aussi, peut-être, Sylvie, vous laissez réagir par rapport à ce que vous avez pu percevoir sur l'intérêt de ces innovations et de cette simulation numérique, notamment dans le cadre de RARSim. Effectivement, je confirme, il y a eu énormément d'intérêt des participants à tester cette solution, à voir l'apport effectivement que ça va leur permettre d'avoir dans leur quotidien, dans leur formation, et ce que tu disais, la culture du doute, le fait que certains symptômes puissent éveiller un doute et permettre de diriger le patient peut-être beaucoup plus précocement qu'un spécialiste. C'est un gain de temps et c'est potentiellement une solution qui pourra, on l'espère tout du moins, diminuer l'errance thérapeutique de certains patients. Bien sûr. Alors, je redonne l'information que j'avais évoquée en tout début de webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions au Docteur 3. Vous avez le module des questions-réponses en bas. On collecte l'ensemble des questions et
on parle de numérique, on parle d'innovation, on parle d'interactivité. Forcément, c'est important de vous laisser le temps de poser vos questions. Et donc, on aura un petit quart d'heure pour permettre au Dr 3 et à Claire Portefeuille ainsi que Guillaume de pouvoir interagir. Alors, c'est une bonne transition quand je parle de Guillaume et vous venez de le dire, Sylvie, sur la partie également des congrès. On sait qu'il y a beaucoup de participants ce matin. On a beaucoup de médicales qui participent. Donc, avec une vraie volonté, et c'est ce qu'on marque au sein de Sim4Health, sur dépasser en fait l'aspect de nouveauté. Certes, les innovations numériques sont intéressantes, mais il faut aussi l'inscrire dans une vraie démarche scientifique. Et c'est ton rôle, Guillaume, au sein de Sim4Health. Donc, sur cette étape du webinaire, c'est l'intérêt de la simulation numérique. Le Dr 3 vient de l'expliquer de manière très concrète dans différents cas d'usage, mais que dit la littérature? Et je te propose, au même titre que Sylvie, de pouvoir te présenter et expliquer concrètement ce que tu apportes auprès de l'écosystème de Sim4Health. Écoute, merci Jérôme, et puis bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis Guillaume de Cormeil, moi je suis infirmier de formation et je suis docteur en psychologie cognitive au laboratoire de psychologie de Toulouse, associé au laboratoire du CNRS. Et effectivement, moi je suis donc responsable d'accompagnement pédagogique chez Sim4Health, au sens où j'accompagne les établissements de formation en soins infirmiers essentiellement à intégrer l'usage de la simulation numérique dans leur cadre de la réingénierie pédagogique. Et donc, c'est ce travail d'accompagnement. En parallèle, bien sûr, moi, je suis formateur en simulation en santé dans mes activités extérieures. Alors, effectivement, je pense qu'on ne pourra pas tout dire en quelques minutes sur la littérature. Par contre, si tu peux passer à la slide suivante, Jérôme, il est quand même intéressant de se poser la première question, de savoir si il y a un intérêt à utiliser la simulation numérique comparée aux autres modalités de simulation qu'on connaît. Alors, cette méta-analyse de Cao en 2023 nous montre sur ce forest plot qu'on voit ici à droite, les losanges noirs, et si tu passes au clic suivant, eh bien, on s'aperçoit que tous les losanges qui sont de l'autre côté de la barre eh bien, montrent et sont en faveur de l'usage de la simulation numérique versus les autres modalités de simulation. Bien sûr, il faut avoir un niveau critique dans l'analyse de cette revue, au sens où l'usage de la simulation numérique et des autres modalités doivent être relationnés avec les objectifs pédagogiques et forcément le contenu intégrant le simulateur. Donc, si tu passes au clic suivant, Jérôme, c'était donc d'une autre facette, c'était pour renforcer un appui sur les variables. Les variables souvent qui sont mesurées. Et donc, hormis la partie de la modalité pédagogique, maintenant on rentre sur quelles sont les variables qui sont le plus explorées en termes de recherche. Et effectivement, on se pose toujours la question de savoir si l'apprenant retient de meilleures connaissances à l'usage de la simulation numérique. Là, ici, dans cette étude, eh bien, on voit qu'il y a eu un comparatif entre un groupe avant, et puis donc qui avait une modalité plutôt traditionnelle sur papier, et puis une modalité sur simulation numérique. Et donc, c'est le groupe contrôle qui avait la modalité sur papier. Eh bien, on s'aperçoit dans une étude avant-après, donc quasi expérimentale, que finalement, dans les carrés rouges que je vous ai mis directement ici, sur le taux de connaissances et la rétention des connaissances, eh bien, le groupe intervention, donc sur simulateur numérique, a un meilleur taux de connaissances que le groupe contrôle. Et ce, après plutôt qu'avant. Donc maintenant, ce qui est intéressant, ça c'était la partie de la littérature, ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant les liens entre la littérature et les outils de chez Sim4Health et de voir qu'est-ce que dit la littérature aussi. Et donc, cette étude du professeur Lobdaï, qui, je le rappelle, fait partie du groupe de Jean-Claude Grandry, patron de la simulation en France et auteur du guide de la HAS 2012. Ici, on montre avec effectivement ce simulateur numérique qu'on a développé avec eux, que les étudiants en médecine avaient une meilleure rétention de connaissances et surtout un score plus élevé aux ECN qu'un groupe qui travaillait sur, on va dire, une méthode traditionnelle, c'est-à-dire sur papier. Donc, ce qui montre aussi l'intérêt. Mais là encore, il faut avoir, bien sûr, quand on sait qu'il y a beaucoup d'industriels, bien sûr, la profondeur du contenu pédagogique, la qualité graphique et qui colle aussi aux règles de la littérature pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Et donc, dernier point, et là, je pense que c'est aussi pour accroître l'ambition de Sim4Health pour appuyer la création de ces outils sur la science ou sur les données probantes. Dernière slide, Jérôme, c'était pour vous montrer en 2 slides une partie de mes travaux de thèse qui se sont essentiellement concentrés
sur les infirmiers, donc les étudiants infirmiers, pour lesquels on a inclus sur une méthode donc quasi expérimentale, c'est-à-dire avant-après, de manière contrôlée mais non randomisée, eh bien, 1183 étudiants de manière écologique, c'est-à-dire en conditions réelles d'apprentissage. Et donc, quand on regarde, on a pu inclure dans le groupe qui travaillait sur notre collection de simulateurs en soins infirmiers 894 étudiants versus 289 qui travaillaient sur une méthode dite traditionnelle comme sont enseignés la compétence à l'heure actuelle en IFSI. Et donc, ce qui était intéressant pour ne pas alourdir la présentation et montrer sur la slide suivante eh bien, que le niveau de performance des étudiants, peut-être faire clic avant-arrière, peut-être, parce que moi, elle ne m'apparaît pas pour les participants. Voilà. Donc, effectivement, si on passe sur le premier niveau de clic, on s'aperçoit que le groupe expérimental qui travaille sur simulateur numérique eh bien, en vert versus le groupe contrôle qui travaille sur une méthode traditionnelle en violet, eh bien, dans la comparaison entre deux phases, puisqu'il y a eu une phase avant-après, eh bien, les 3 étoiles en rouge montrent une valeur significative, une puissance significative d'une meilleure performance du groupe expérimental versus le groupe contrôle, d'une part, et au sein même du groupe expérimental, on s'aperçoit que les étudiants ont une meilleure performance, c'est-à-dire le score aux connaissances théoriques, entre l'avant et l'après. Donc, ce qui montre l'intérêt de la simulation numérique dans la formation, qu'elle soit initiale ou continue, comme on a pu le voir, et surtout que les méthodes traditionnelles, bien finalement, on s'aperçoit qu'entre un avant et un après dans le groupe contrôle, eh bien, même dans une phase après, les étudiants ont une moins bonne performance qu'avant. Donc, ce qui nous fait aussi imaginer bien la refonte, peut-être, la réingénierie pédagogique à l'heure actuelle en lien avec les outils numériques. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire en quelques slides sur l'intérêt de la simulation numérique par rapport à des données probantes. Maintenant, bien sûr, quand on l'a vu avec le professeur du CNRS et vers où on va avec l'agent conversationnel, moi, mes travaux de thèse en lien avec la détection des profils d'apprentissage des étudiants et la place de l'intelligence artificielle, eh bien, c'est vrai qu'il va y avoir un boom qui va se produire. Et donc, forcément, des sociétés qui développent les simulateurs et qui sont en lien avec les travaux de recherche, forcément vont avoir un certain poids dans les travaux futurs. Bien, Guillaume, merci pour cette présentation passionnante et importante par rapport aux travaux que nous menons depuis plusieurs années. Et là aussi, je pense que vous pouvez bien sûr poser vos questions pour que Guillaume puisse bien sûr compléter ou répondre à des points plus précis. On aura aussi peut-être des retours d'expérience. Je vois que le docteur Villemino, que je salue, qui a été aussi un des médecins impliqués bien, dans le test de RARSIM, pourra également, s'il le souhaite tout à l'heure, donner également via le chat ses retours. On va maintenant passer à la dernière partie de notre webinaire en mettant en avant un focus sur le programme innovant de réunion professionnelle de RP avec vous, Claire. Donc, comme pour le Dr 3 et pour Guillaume, je vais bien sûr vous laisser vous présenter et notamment pour nous parler de ce programme dans le domaine de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante et en quoi c'était important pour Viatris de développer ce type de programme innovant. Claire, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup, Jérôme. Merci pour l'invitation et l'opportunité de partager ce beau programme avec vous. Donc, je suis Claire Portevet, je suis le directeur de la Business Unit Prescription chez Viatris et je suis également en charge du digital et du commercial excellence pour la France. J'ai la conviction et on a la conviction chez Viatris que notre rôle en tant que laboratoire pharmaceutique, c'est évidemment d'apporter des molécules, comme on le fait depuis très longtemps, mais donc d'apporter des molécules aux patients et aux médecins, mais également de travailler et de participer à l'évolution de la prise en charge et du quotidien des patients et des médecins en travaillant autour de tout ce qui est solutions digitales. Donc, à la fois dans la prise en charge, on collabore, j'aime tellement ce projet que j'en parle tout le temps. On travaille avec Ludocare et un petit robot pour aider les petits patients à mieux apprendre à prendre leur traitement quand les petits patients qui souffrent d'asthme à mieux apprendre à prendre leur traitement. On est aussi investi dans tout ce qui est
prise en charge des patients insuffisants cardiaques. Mais on a aussi la conviction que dans la formation, tout ce qui est digital peut apporter, tous les programmes innovants dans la formation peuvent apporter des solutions concrètes et pertinentes, et on l'a vu avec Guillaume, aux médecins pour qu'ils soient mieux formés et mieux, on va dire, plus pertinents face à leurs médecins. Et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, Jérôme, il y a quelques années. C'était l'avant Covid, quand on ne réfléchissait pas à est-ce qu'il valait mieux être en distanciel ou en présentiel. Et en 2018, on a créé des réunions qui s'appellent DigiLSD avec l'objectif d'aller en région rencontrer les entreprises innovantes. Et on a commencé par Bordeaux en 2018. Donc, quand on dit entreprise innovante et Bordeaux, on pense à Sim4Health. C'est là que notre aventure a commencé. Et peut-être qu'on peut. Et effectivement, après, on a collaboré sur plein d'autres sujets parce que vos solutions sont vraiment portées par de la data et de la solidité, on va dire, médicale et de pédagogique, ce qui est extrêmement important pour la qualité de ce qu'on offre à nos interlocuteurs, ce qu'on propose à nos interlocuteurs médecins. Oui, alors Claire, je vous propose qu'on parle du projet. Je complète juste parce que c'est vrai que c'était passionnant aussi comme rencontre. Vous avez parlé vraiment de l'écosystème autour des startups, mais qui était à destination des produits de santé, d'où votre présence aussi à ce webinaire de ce matin, pour notamment revenir sur un sujet que j'évoquais tout à l'heure, qui est la diffusion de ces innovations. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés innovantes et on espère que Sim4Health en fait partie en essayant d'apporter, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue technologique, des innovations, mais elles doivent être ensuite utilisées, appropriées. Et ce qui était vraiment très pertinent et cette thématique autour du simulateur sur la polyarthrite rhumatoïde et la ankylosante est venue en fait des médecins, des professionnels de santé que vous avez rencontrés lors de ces réunions en région. Et je trouve que ça faisait vraiment écho par rapport à notre webinaire. Donc, je vous laisse bien sûr nous décrire un petit peu le périmètre et pourquoi vous avez lancé ce projet. Donc, les maladies inflammatoires rhumatismales, ce sont des maladies qui sont largement, qui sont répandues et c'est des maladies qui sont chroniques. Donc, à partir du moment où un patient est diagnostiqué, il y a nécessité, il va être pris en charge et suivi de façon régulière et pour toute la vie par son médecin, son rhumatologue. Et c'est vrai que c'est extrêmement important d'apporter et d'aider le médecin à s'adapter aux besoins de son patient et savoir comment, dans le quotidien et dans le long terme, il est en capacité d'apporter des solutions pour mieux prendre en charge les douleurs ou tous les symptômes exprimés par le patient. Et ce qui nous intéresse dans la simulation numérique, c'est, comme on l'a vu précédemment, on l'a vu dans les exemples que vous avez diffusés, dans les films et dont aussi Sylvie a parlé, ces outils de simulation numérique permettent une adaptation à la connaissance du médecin et une adaptation à ce qu'il peut rencontrer au quotidien. Donc, c'est très souple, c'est très pertinent parce que le plus proche possible de ce que le médecin peut rencontrer au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place ce programme d'innovation qu'on a imaginé être en capacité de supporter nos relations, de soutenir, pour utiliser un mot français, de soutenir nos relations avec le corps médical. Et donc, on a créé ce premier simulation de on a créé. Vous avez créé pour nous, on a soutenu ce premier outil de simulation de consultation médicale immersif. Et on l'a vu tout à l'heure, Guillaume nous a donné beaucoup de données, de data, mais c'est vrai que c'est utiliser, apprendre ou continuer à se former avec des solutions digitales
réaliste, comme le montre la slide. Ça permet de recréer l'environnement le plus réel, et donc j'imagine, mais les datas que Guillaume nous a montré me l'ont confirmé, de mieux apprendre, parce qu'apprendre comme quand on est dans la vie réelle, et donc c'est plus percutant et ça s'ancre mieux dans le cerveau des médecins, et donc in fine que les patients soient mieux pris en charge. Donc on voit des images de ce à quoi ça ressemble sur les slides que vous voyez. Et peut-être pour continuer, donc la façon dont on l'a stratégiquement imaginé, c'était on est vraiment focus sur évidemment, mais comme sûrement beaucoup d'entre vous aujourd'hui connectés, sur répondre aux besoins de nos clients, donc de nos clients médecins, et surtout, et ça c'est une conviction très personnelle, de ne pas faire pour faire, et de faire si c'est utile, si ça a un impact. Et par le biais de ce logiciel et du mode de diffusion qu'on est en train de mettre en place, on est convaincu que ça apporte des solutions pertinentes aux professionnels de santé qui sont nos interlocuteurs quotidiens. Donc concrètement, après avoir soutenu le développement de ces modules, une de mes équipes sur le terrain, donc de délégués médicaux, est en train de mettre en place des RP, des RP en région, quelque chose d'assez classique. Et donc, on est sur la phase de mise en place, et on a de très bons retours à la fois de l'approche, c'est-à-dire d'une approche en vraie vie, enfin avec des gens qui se voient et puis qui peuvent se toucher, qui peuvent interagir, et de cet usage, on va dire de façon très basique, d'une tablette qui permet une interaction et une stimulation différente. Donc en fait, le mode hybride et le mode d'apport pédagogique interactif intéresse et stimule le oui. Vous savez comment c'est important d'apporter des solutions différenciantes pour regrouper les médecins, et donc stimule l'intérêt, et on espère la présence on est sûr d'ailleurs, la présence quand ces RP vont se dérouler. Donc vraiment un objectif de comité réduit, de gens qui se connaissent, de gens qui ont envie de se parler, qui ont envie de se challenger, parce qu'à des moments, ça va les obliger un peu à se dévoiler sur des choses qu'ils savent plus ou moins faire. Et donc, c'est important pour nous, cette solution hybride de qualité. C'est pas un jeu, c'est pas comment dire, quelque chose qui est juste pour animer. C'est vraiment, ça apporte vraiment quelque chose à nos interlocuteurs et aux gens qui participent au RP. Donc voilà aujourd'hui. C'est un élément important. Ce que vous soulignez, c'est vraiment important. Hein. J'insiste bien sur l'aspect toujours innovation technologique. C'est que, et ça, peut-être que Guillaume pourra le compléter tout à l'heure, mais tous les retours, nous, ça fait pas mal d'années que nous faisons donc ce type de réunion. On a quand même beaucoup de retours et de données à partager. Et pour conforter ce que vous disiez, c'est qu'on a quasiment à peu près 30% du temps qui va se faire, comme vous le voyez sur l'image, plutôt à interagir avec le patient virtuel, avec cette tablette, comme vous l'avez souligné, Claire, mais que 70% du temps restant, c'est de l'échange. Et oui. Que pour nous, le numérique ne doit pas être la finalité, mais bien un outil qui va permettre d'avoir peut-être un partage de vues différentes. On sait que les participants, les médecins qui participent ont souvent des parcours de vie professionnels différents. Certains sont bien sûr beaucoup plus expérimentés et vont permettre, notamment, on l'évoquait avec Sylvie tout à l'heure, sur certaines situations rares, de pouvoir donner aussi leur retour. Donc, l'idée, c'est vraiment que ces innovations numériques, comme l'indique le nom du webinaire, permettent d'avoir une autre interaction, y compris humaine, comme vous l'avez souligné. Tout à fait.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on continue et qu'on finisse sur notamment ces parties, puisque on a parlé d'ERP, mais vous avez aussi un usage prévu également en congrès qui vous semble important aussi de pouvoir le partager dans des lieux de rencontre également de congrès et qui fait partie aussi de votre vision. On va fournir ces tablettes et donc bref, on va prêter ce support pendant des congrès pour permettre de l'interaction et la diffusion à la fois du contenu de l'apprentissage, mais aussi de ce mode d'apprentissage. Et encore une fois, l'objectif est de répondre aux besoins et d'apporter des solutions qui soient pertinentes et efficaces. Tout en restant dans l'interaction humaine. Donc, c'est vrai que pour l'instant, par rapport à la slide présentée, on développe pas spécifiquement le self-learning, même s'il sera possible il est toujours possible d'y accéder, mais notre volonté, notre croyance, notre conviction, parce que notre conviction, c'est que le numérique est un média d'interaction entre hommes et femmes, évidemment, pour mieux apprendre et mieux prendre en charge les patients. Très bien. Merci Claire pour cette présentation. Et comme je l'ai dit depuis le début de ce webinaire, n'hésitez pas à préparer vos questions. Je vois qu'il y a de plus en plus de questions-réponses. Donc, on va rentrer dans quelques minutes dans cette phase des questions-réponses. Et peut-être vous donner aussi, vous savez qu'on apprécie toujours chez Sim4Health le côté très, très, très concret par rapport à des réponses, puisque et on vous en remercie une nouvelle fois, vous bloquez du temps pour bien comprendre ces innovations numériques pour animer les réunions. Les réunions, c'est également aussi les cas d'usage en termes de congrès. Et là, vous donnez un exemple, notamment sur la réalité virtuelle. Je coupe le son. La réalité virtuelle avec un projet qui s'appelle MyChronic et qui a été porté par notre autre entité que beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle Interaction Healthcare, qui est notre entité qui accompagne depuis une quinzaine d'années nos clients dans le domaine de la santé pour développer des solutions spécifiques. On a donc pu travailler et collaborer ensemble sur un projet qui va permettre en fait aux professionnels de santé, donc dans le cadre des journées nationales de neurologie, donc c'était en décembre 2021, simuler pour les problèmes de santé ce qu'un patient migraineux va rencontrer dans sa vie au quotidien. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose qui est très technologique puisque, comme vous l'avez vu, on va avoir sur sa tête un casque de réalité virtuelle et vous le voyez, par exemple, des signes cliniques qui montrent comment un patient va vivre avec cette migraine sur les situations de vie chez lui, au domicile, mais aussi au travail, dans une approche, bien sûr, d'une meilleure prise en charge à des problèmes de santé. Ça, c'est celui de la réalité virtuelle. Alors, on parle beaucoup aussi aujourd'hui de métaverse, de réalité mixte. C'est un autre cas d'usage de ces innovations numériques dans le cadre de ces réunions. Et vous le voyez ici en bas à droite. Donc, c'est une démonstration qui a été faite avec Léa Boulieu, qui est la directrice santé d'Interaction Healthcare, puis également Damien Mouvrou, qui est le directeur de l'agence. Tous les deux sont pharmaciens et donc ont conçu ce dispositif qui va permettre en réalité mixte d'avoir cette dimension collaborative. Et Claire, vous l'avez souligné sur l'aspect d'échange. Là, on n'est plus enfermé dans une réalité virtuelle, on va dire autonome ou individuelle. Là, on va pouvoir partager, comme vous avez pu le voir, sur deux personnes, sur un congrès, la possibilité de pouvoir interagir grâce à la réalité mixte. Donc là aussi, c'est ce qui nous guide aujourd'hui au niveau de Sim4Health, c'est d'avoir des aspects certes technologiques, mais qui ne sont pas l'affinité, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais bien un média qui va permettre de faciliter la compréhension de ces technologies et notamment la prise en charge ou l'amélioration de la prise en charge grâce à la simulation numérique. Je finis avant vous voyez, on va tenir le timing de 10h14, mais toujours dans cet esprit également que nos solutions, nos innovations puissent être partagées au plus grand nombre. Vous savez que Sim4Health a rejoint depuis maintenant une petite année le leader français de la formation santé qui s'appelle le groupe SFP Expansion et qui a au sein de ce groupe plusieurs filiales extrêmement pertinentes sur le domaine de la formation et de l'information médicale. Et notamment, on souhaitait mettre en évidence le partenariat qu'on est en train de développer avec Oseus Médical. Vous l'avez vu tout à l'heure, notamment dans le
le cadre des JNMG avec l'entité de Global Media Santé. Mais là, dans le cadre de Oséus Médical, c'est un expert des réunions scientifiques. Donc, on parle vraiment de science avec cet aspect d'hybridation que j'évoquais tout à l'heure. Donc, depuis 2014, avec pas mal de réunions et de participants, comme vous le voyez sur l'écran. Et là, vous dire que le partenariat, en fait, il aboutit à des choses très concrètes sur l'intégration dans les symposiums, vous savez, qui est un élément de rencontre important dans le cadre des congrès, pour permettre cette diffusion des cas cliniques virtuels. Vous le voyez à l'écran, en utilisant les tablettes, comme vous l'avez souligné, Claire, et donc de pouvoir, grâce à un expert qui va prendre la parole, pouvoir interagir. Et donc, on va avoir là aussi, dans une prise en charge d'un patient virtuel, permettent de développer un débat, un échange. Et là aussi, c'est l'association du contenu scientifique fait par des experts, la pratique clinique qui est bien sûr complétée par cet apport virtuel dans le cadre des symposiums. C'est un partenariat pour lequel on a beaucoup d'ambition avec le groupe SFP Expansion et surtout avec des éléments très concrets. Et comme vous l'avez souligné, Claire et Sylvie, surtout un retour, ce qui nous anime énormément, c'est le retour très positif des experts sur l'intégration de cette technologie dans un lieu de rencontre présentiel. Et on sait que post-Covid, il y a cette volonté de pouvoir se rencontrer. Il est 10h16, on avait prévu 15 minutes, donc vous voyez, on tient à quelques secondes près le timing. Encore un grand merci Dr 3, Claire et également Guillaume pour vos interventions. Je suis sûr qu'il y a pas mal de questions qui aboutissent. Et donc, on va passer aux questions-réponses. Alors, je vois plusieurs questions. Alors, je les découvre en même temps que vous, voyez, donc parce que j'étais concentré sur l'animation. Alors, il y a une question. La simulation numérique est au cœur de métier de Simfom. Et quelle autre solution numérique qui est le titre de sa manifestation plurielle, autre que la vidéoconférence à conseiller ou déjà utilisée pour animer des réunions? Alors, c'est vrai que donc c'est une question de Evelyne Kratz que je remercie. Alors, bien sûr, vous l'avez compris, par rapport à cette partie d'animation, il y a un prisme forcément très en lien avec notre cœur de métier, qui est la simulation, qui est bien sûr le cœur sur les contenus scientifiques qui sont été échangés. Alors, bien sûr, il y a d'autres solutions qui existent, mais là, on aurait pas mal, on aurait un temps qui serait pas suffisant. Et donc, d'où l'importance de vous avoir présenté en fin de réunion, Evelyne, la partie notamment sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, avec notre autre entité Interaction Healthcare qui définit en fait ces différents types d'innovations. Donc, en fait, elles sont très spécifiques par rapport au lieu, mais un mélange entre la partie présentielle et hybridation. Alors, j'ai une question un petit peu plus juridique. En termes, alors, je me suis permis de répondre à la question, mais peut-être que Sylvie est claire sur les autres supports numériques. Peut-être qu'au niveau de Pfizer et de Viatris, vous avez aussi peut-être d'autres exemples. Alors là, qui dépassent peut-être l'usage de la simulation numérique, mais je vous laisse répondre si vous le souhaitez. Dans le cas de vos réunions? Non, on n'a pas d'autres expériences. Ce qui est, je prends la parole, Sylvie, pardon. Ce qui est certain, c'est que notre conviction, c'est qu'on doit garder je l'ai déjà dit tout à l'heure, on doit garder du lien humain. Donc, on est en train, alors on fait comme tout le monde des webinaires et des réunions à distance, mais on essaie de les hybrider au maximum. Donc, ça, c'est notre première règle, on va dire, plus pour des questions et on les hybride plus pour répondre à des besoins de personnes qui peuvent finalement pas se déplacer ou rejoindre tout le monde, mais on est vraiment dans cette logique de se voir et de travailler ensemble. Et après, les médias ou les supports qui nous permettent d'interagir, c'est ce qu'on a vu et ce qu'on a longuement développé dans la réunion d'aujourd'hui, mais aussi ce que tu as effleuré par la suite, Jérôme, c'est essayer d'apporter de l'interactivité, de l'interaction et de la réalité du quotidien pour répondre aux besoins. Je ne sais pas si Sylvie, vous avez une autre approche. Non, on a une approche similaire.
Alors, il y a une question qui est passionnante et qui est pour toi, Guillaume, qui est: pensez-vous qu'il serait possible d'avoir des études et données sur l'outcome des patients traités par des problèmes de santé qui ont utilisé ou qui utilisent ce type d'outils pour leur formation? Car ce qui compte à la fin, c'est le patient. Vous avez raison de préciser ce point important. Et donc, Guillaume, je te laisse. C'est toi l'homme de l'art sur ces sujets. Ouais. Alors, c'est une vaste question, effectivement, mais je pense qu'il faut remettre les choses un petit peu dans l'ordre. C'est-à-dire que d'une part, la simulation numérique, elle doit être dédramatisée et c'est grâce à ces webinaires, grâce malheureusement au confinement et tout ce qui a été mis en place comme action. Maintenant, il faut aussi comprendre qu'il y a plusieurs, peut-être industriels qui font ces choses-là, mais ces outils-là, mais c'est la profondeur du contenu pédagogique qui est mise et la validation des contenus qui doivent être faits par des experts validants, j'ai envie de dire. Et une fois qu'on a un industriel qui a pignon sur rue, qu'on a un contenu pédagogique qui est majeur et validant, à l'issue, on pourrait prendre cette brique pour en faire une étude par la suite. Et voilà. Donc ça, il faut bien mettre les choses un peu dans la temporalité. Maintenant, bien sûr qu'il faudrait connaître tous les acteurs qui l'ont utilisé. Alors, c'est vrai que peut-être que sur les plateformes comme Rarsim, par exemple, ou plateforme Mémoire, il faudrait récupérer et intégrer tous les médecins généralistes qui ont utilisé ces plateformes-là et voir l'outcome sur les patients lors de leur consultation, ce qui serait un travail colossal, mais ultra pertinent à faire, et chose que c'est des études qui sont très peu faites parce que forcément très colossales à monter. Mais effectivement, c'est le prochain step à entreprendre avec le type de ces outils-là. Alors, je continue sur les questions, j'essaie de traiter l'ensemble. Combien de temps estimez-vous nécessaire pour la construction d'un scénario et combien de personnes sont mobilisées pour cette construction? Alors, je vous invite, on avait fait l'an dernier un webinaire sur lequel Emmanuel Gau, donc, qui est notre responsable scientifique au niveau de Sim4Health, avait répondu à ces points. Alors, bien sûr, tout dépend de la profondeur de votre simulateur, mais clairement, d'un scénario, ça peut aller de quelques semaines pour pouvoir interagir, mais sur le temps, on va dire normal, c'est quelques heures pour pouvoir créer le contenu, surtout si un expert a le contenu en amont. Donc, tout dépend le niveau de préparation que vous avez, mais ça peut être relativement rapide. Et ensuite, la mise en place peut se faire en quelques semaines. Après, sur les personnes mobilisées pour cette construction, je crois que Sylvie et Claire en ont beaucoup parlé. C'est vrai qu'on essaie d'avoir, notamment dans le cadre de projets qui sont portés par des industriels de santé, avoir l'ensemble des acteurs, que ce soit bien sûr au niveau médical, qui est souvent à l'origine du projet, mais également aussi l'aspect IT, l'aspect compliance, enfin tous les services qui sont intégrés pour permettre cette construction. Donc, on a aussi, je crois, Claire, vous l'avez souligné, parfois le soutien institutionnel, hein, donc une implication où il n'y a pas du tout d'intervention sur les contenus et donc forcément ça réduit la mobilisation. Donc voilà, c'est une dimension qui peut être plus ou moins forte selon les projets. Et puis il y a une deuxième question. Peut-être Jérôme, juste ajouter un point on va dire, de quotidien avec nos équipes terrain, parce que ça peut faire peur aux délégués et il ne faut pas hésiter à également les impliquer, comme toutes ces innovations un peu dans leur interaction, pour leur montrer que c'est simple et que ça rajoute beaucoup de valeur à ce qu'ils apportent à l'échange. Donc, dans la réflexion et dans vos réflexions, je pense que c'est clé d'avoir des représentants qui sont capables d'intégrer le quotidien de nos commerciaux ou de nos visiteurs médicaux. Alors, il y a une autre question qui est, peut-être deux questions en une. Est-ce que le contenu est évolutif et enrichi par les réunions et les RP? Et est-ce que c'est nécessaire de suivre une formation Sim4Health? Alors, pour bien sûr utiliser de manière efficiente les patients virtuels. Alors, bien évidemment, sur cette deuxième question, je vais commencer par celle-ci. On a un gros travail, ce qu'on appelle autour de l'UX, c'est-à-dire vraiment l'interface qui va permettre simplement, de manière intuitive,
de pouvoir l'utiliser. Le but, c'est que, je l'ai beaucoup souligné depuis ce matin, on essaie d'être le plus accessible possible. Et donc, clairement, il y a souvent une sorte d'information pour comment on peut l'utiliser. C'est plutôt sur l'animation de la réunion. Et Claire, vous l'avez beaucoup souligné, l'animation par un expert, comment il va pouvoir interagir, parce que c'est une façon de pouvoir utiliser ces innovations numériques pour l'animation de ces réunions. Et puis, bien sûr, c'est bien sûr un caractère évolutif. On a parfois, alors, il peut avoir de nouvelles, bien sûr, informations scientifiques qu'il faut pouvoir mettre à jour, mais ça peut être aussi, et on l'a souvent eu, vous présenter 2 situations cliniques, 2 cas cliniques virtuels, et puis ça a permis, en interagissant, en disant, mais et si on avait une situation un peu plus, un peu plus rare? Et j'insiste bien sur ce point. On a fait, nous, à peu près dans une quinzaine d'aires thérapeutiques, ce type de réunion. Et ce qui est intéressant, c'est parfois, vous avez cité, Claire, tout à l'heure, la partie jeux vidéo. En fait, il faut trouver un niveau de complexité qui soit pas trop simple, parce que sinon, il n'y a pas d'engagement, et pas trop complexe, parce que sinon, il y a une difficulté à rentrer dans le sujet. Et donc, parfois, d'avoir des situations qui vont être peut-être qu'une fois ou 2 fois dans sa pratique clinique, mais qui vont permettre, à l'image, on en parle souvent dans un autre domaine, dans l'aviation, vous savez, ce pilote qui avait sauvé sur l'Hudson River avec un de ses derniers vols, et qui avait répondu à des journalistes en disant « Je ne suis pas un super-héros, je suis quelqu'un de super bien formé », et qu'il avait donc fait cette situation dite rare les 6 mois avant cet accident, ou tout moins cet incident. Eh bien, c'est valable. Voilà, nous, les retours, c'est de dire donnez-nous, partagez avec d'autres de santé qui ont cette situation pour que le jour J, eh bien, on puisse être mieux préparé. Donc, bien sûr, on enrichit ces réunions. Est-il possible d'avoir des formations pour un usage en pratique en tant que pharmacien? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. On a beaucoup de formations au sein de Sim4Health et on est notamment sollicité là pour présenter l'intérêt de la simulation numérique. Aujourd'hui, il y a quelques outils qui sont développés. Claire, vous soulignez au niveau de Viatris des collaborations. On a notamment fait une collaboration avec Officio, notamment orientée vers les officines avec le savoir-faire d'interaction SCAR et de Sim4Health sur ces formations pour des contenus. Donc, clairement, on touche, nous, l'ensemble des pôles de santé. Et donc, forcément, des contenus vers les pharmaciens seront à terme également proposés. Alors, je regarde si on a d'autres questions. On a parlé… alors, je vais vérifier si je suis à jour. Je vais laisser également mon équipe me donner l'information. Ah oui, alors en termes juridiques, à quelle certification obéissent des solutions digitales de formation en santé telles que Sim4Health? Alors ça, c'est une question bien sûr assez technique, mais il est clair que en tant qu'éditeur de solutions de simulation numérique, on est bien sûr respectueux de la législation, bien sûr, qui est en lien. En termes de formation, il y a des conditions qui sont différentes entre la formation initiale et la formation continue. Je l'évoquais tout à l'heure, les différents formats, lorsque le projet est piloté par un industriel de santé, eh bien pareil, on a un respect bien sûr de toutes les règles qui sont mises en place, et je pense que Sylvie ou Claire peuvent le confirmer. Et puis également lorsque on a également des collaborations où là on crée le contenu, je pense notamment à RareSim. Et je vous inviterai à aller vous rendre sur la plateforme où on a notamment mis en place un partenariat très important avec l'Institut Imagine pour que la partie vraiment scientifique, la création de ces contenus, puisse bien sûr opérer par un acteur qui est spécialisé dans ce domaine. Donc, on est extrêmement respectueux de l'aspect, bien sûr, éthique de notre métier. Et dans la formation, alors, on n'aura pas le temps de le développer aujourd'hui, mais il y a forcément des spécificités et des granularités entre la formation initiale et la formation dite continue, également aussi dans le cas des réunions qui ont été précisées. Donc là aussi, on pourra bien sûr vous répondre post-atelier, enfin webinaire, de manière plus développée. Si je peux me permettre, Jérôme, ce qui est aussi intéressant dans cette question, c'est peut-être comme à l'image de la plateforme Mémoire ou RareSim, qui est quand même une formation aussi autonome, dire je suis chez moi, médecin généraliste, je me connecte, j'ai envie de faire cette formation qui est
qui a été créé par les experts nationaux et internationaux de la spécialité, peut-être qu'à la fin, effectivement, il y aura cette certification qui dira vous avez obtenu une certification en lien avec votre performance, toute la consultation que vous avez réalisée pour asseoir aussi l'engagement dans cette formation. Et c'était pas. J'ai une question. Je peux poser une question? Est-ce que vous avez à tout le monde, y compris les intervenants? Est-ce que vous avez développé je l'ai reçu par SMS de quelqu'un de mon équipe qui nous écoute et je trouve que c'est intéressant. Est-ce que vous avez développé des programmes directement pour les patients que les patients utilisent pour mieux se former dans leur quotidien? Guillaume, je te vois. Non, mais effectivement, on en a très peu parlé parce que ce n'est pas l'objet on va dire, l'entité SimForHealth, mais c'est l'entité d'interaction healthcare qui est tournée effectivement sur toute la prise en charge des patients essentiellement. Et donc, tout ce qu'on a déjà développé avec certains laboratoires pour l'éducation thérapeutique, l'accompagnement avec des outils numériques, toute la formation des patients. Et là encore, je pense que, et ce n'est pas mon cœur de métier, donc je pense qu'il y a aussi, et ça fait le lien avec la question sur la partie des outcomes sur les patients, je pense qu'il y a des études qui sont en cours avec certains laboratoires pour justement montrer l'intérêt sur les patients, en tout cas sur la formation des patients. Donc, voilà. Donc, oui, effectivement, c'est l'autre branche de la partie du groupe interaction, de la partie interaction healthcare. Oui, et puis peut-être, Claire, par rapport à cette question, et qui est peut-être aussi une bonne conclusion, parce qu'il est 10h30, on arrive à la fin de ce webinaire, l'intégration des patients, des pôles de santé dans la conception de ces simulateurs est de plus en plus présente et souhaitée. Donc, nous, clairement, dans nos projets aujourd'hui, la place du patient dans la conception est un élément important. Et comme l'a dit Guillaume, forcément, de pouvoir expliquer, comme on l'a dit de manière très concrète sur les différents cas d'usage auprès des pôles de santé, on peut très bien, Claire, tourner son écran et avoir la même chose auprès des patients. Donc, on sait que la simulation numérique peut avoir cette profondeur. Et puis, peut-être aussi, par rapport au point qui a été évoqué tout à l'heure sur les contenus, nous, SimForHealth, on n'est pas un organisme de formation, on met à disposition notre savoir-faire technologique et pédagogique auprès des différents acteurs, comme pour vous, mais aussi des organismes de formation. Et donc, clairement, le fait de pouvoir être assez agnostique sur cette approche nous permet de pouvoir avoir différentes modalités d'intervention. Mais il est clair que sur cet aspect patient, ça fait partie des sujets extrêmement intéressant et sur lequel on va se pencher avec l'ensemble de l'équipe. Voilà. Alors, en tant qu'animateur, j'ai un rôle très complexe, c'est d'être maître du temps, et donc je vais obligé de clôturer. Je vois qu'on a répondu aux différentes questions. Si on a d'autres, on continuera post-webinaire. Le replay, je crois que la dernière question sera disponible. Sylvie, Claire, Guillaume, un grand merci pour votre temps de préparation, parce que je sais que vous avez beaucoup d'activités aujourd'hui, donc c'était vraiment appréciable de pouvoir partager votre retour d'expérience, votre vision. Merci aussi à vos équipes qui ont accompagné cette préparation. Et je pense qu'on va pouvoir revoir dans les semaines et mois à venir les projets que vous avez évoqués, et puis finir avec un dernier projet, une dernière communication. On a parlé tout à l'heure un peu de métaverse et autres. Même si le terme est un peu décrié aujourd'hui, il y a une réflexion sur les univers virtuels de manière plus large. Et donc, j'aurai le plaisir, j'ai été invité donc, par MindHealth, que vous connaissez, qui est un média reconnu dans les innovations en santé numérique notamment, avec un événement qui sera animé par Sandrine Cochard, qui est donc la directrice des rédactions du groupe Mind, pour réfléchir en fait sur la place de la santé dans les univers virtuels, et ce avec différents types de partenaires. Vous allez voir, c'est passionnant et il y aura pas mal d'annonces intéressantes. Donc encore merci à tous les trois. Merci aux 600 inscrits qui l'auront vu ce matin ou peut-être en replay. N'hésitez pas à compléter le question de satisfaction que vous aurez. Et ça me permet de conclure en remerciant également l'équipe de SimForHealth, notamment Victoire Sainte-Marie, qui est la responsable marketing de la société, qui a fait un travail remarquable avec l'équipe, ainsi que Nathalie Desjardins, Anna Zimmer, qui ont travaillé sur les contenus, et puis bien sûr Guillaume, qui a également contribué à cela. Donc merci encore à tous et à toutes. Passez une bonne journée et à très bientôt pour le prochain webinaire de SimForHealth. Merci, au revoir. Au plaisir.